noyade au large de Mbao. Un lourd bilan qui s'ajoute à celui enregistré il y a quelques jours sur la plage de Malika avec presque le même nombre de victimes. Chiffre macabre dans presque l'indifférence générale. Au Sénégal, c'est plutôt le débat politicien qui submerge le reste. Un pays qui menacé de brûler en fin de semaine, mais arrosé finalement par des pluies ce week-end. L'hivernage s'installe donc au lendemain de tensions autour de l'examen de lois par l'Assemblée nationale. Des réformes antiterroristes du code pénal et du code de procédure pénale. L'opposition et les associations de la société civile crient au recul démocratique puisque ces changements, selon elles, sont une menace contre les libertés. Bonjour Elhadji Amadou Sall. Bonjour Babacar, bonjour à vous, bonjour à vos techniciens, bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs et merci de l'invitation. Votre regard d'avocat et d'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur ces réformes? Oui, mon regard est un regard serein sur ces réformes qui pour l'essentiel sont dictées par les événements. Aussi loin que vont mes souvenirs, l'essentiel aujourd'hui des discussions est contenu déjà dans la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 qui avait modifié en profondeur le code pénal sur les matières relatives au terrorisme. Et de ce point de vue-là, les choses sont presque restées en l'état, on y reviendra. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé concerne la conformation de notre loi, de notre droit positif avec un certain nombre d'engagements internationaux. Notamment, vous savez, le Sénégal, généralement nous sommes très prompts et très rapides à signer des conventions. Vous vous souvenez, la convention de Rome sur le tribunal pénal international, nous sommes les premiers à l'avoir signée. Nous avons signé la convention de Palerme sur la criminalité transfrontalière, la convention de New York et les différentes résolutions des Nations Unies sur le terrorisme, sur les combattants étrangers, etc., etc. Donc toutes ces conventions et les résolutions des Nations Unies auxquelles nous avons adhéré, il fallait bien les conformer à notre droit interne. C'est ce qui a été fait. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien de nouveau. Sur le timing. Voilà, maintenant le moment ne semble pas, de mon point de vue, parce qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de dire les choses. Le moment, l'opportunité qui a été choisie peut créer une charge émotionnelle très forte de la part du gouvernement. À la suite des événements que nous avons connus, des manifestations qui étaient relativement importantes. À la suite de cela, si on introduit de nouvelles lois qui répriment un peu plus sévèrement les manifestations et autres, on dit, on crie à des textes liberticides. Mais en face, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Le timing, il n'est pas bon pour vous? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, je le pense très honnêtement, il n'est pas bon. Le timing, mais aussi la procédure d'urgence. Qu'est-ce qui était urgent? Qu'est-ce qui était urgent? Bon, pour que ça puisse passer en urgence. Je vais vous dire, pour ce qui concerne les lois sur le terrorisme, aujourd'hui, nous le savons tous les Sénégalais ont leur regard tourné vers les confréries soufis. Parce que nous estimons que notre protection, la protection de notre peuple contre l'extrémisme religieux, notamment l'extrémisme religieux musulman, ce sont nos confréries soufis. Et quelle a été leur implication dans cette affaire? Nous savons, vous savez, je sais, nos auditeurs savent, que le lieu où les supposés terroristes islamiques peuvent se cacher, ce sont nos confréries. La première cible de ces extrémistes, ce sont nos confréries. Par conséquent, il est évident qu'on ne peut pas aller de l'avant, qu'on ne peut pas faire un seul pas en la matière sans les impliquer. Quelle a été leur implication dans la préparation de cet texte? Vous pensez qu'ils n'ont pas été assez impliqués? Pas à ma connaissance. Chacun ne peut parler que de ce qu'il sait. Et j'ai le souvenir très précis, il y a quelques années. C'est pour éviter peut-être le syndrome Tombouctou, par exemple? Je vais vous dire, il y a quelques années, j'ai un souvenir très précis,
de menaces directes sur la communauté laïenne, à laquelle appartient une bonne partie de ma famille. C'est une petite communauté, mais extrêmement bien organisée. Et ils ont été directement cités comme étant une communauté qu'il fallait attaquer. C'était le terme utilisé par la propagande terroriste. Ils se sont organisés. Ils ont mis en place un dispositif d'abord pour se protéger les membres de la communauté et protéger leur mausolée. Et ça a été fait de façon très intelligente et de façon très discrète. Vous donnez raison à Cheikh Tidiane Gadio qu'il a évoqué lors de... Je ne sais pas ce que Cheikh Tidiane Gadio a dit, je ne l'ai pas entendu. Mais je sais seulement que Il dit que Yoff et Touba sont les cibles justement de... Mais oui, bien sûr, parce que partout, c'est pas seulement Yoff et Touba, c'est aussi Tivaouane, c'est Kaolack, c'est partout, c'est ici Dakar. Le mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall, vous savez très bien, nous savons tous que tous les terroristes, aujourd'hui, les extrémistes religieux musulmans, sont contre les mausolées. Et pour eux, il faut les détruire, il faut les démolir. Bon, par conséquent, les premières cibles de ces terroristes sont nos confréries religieuses. Quelle est leur implication dans la préparation de ces textes? À ma connaissance, nulle. Et nous comptons sur... Je parlais du cas de Tombouctou tout à l'heure au Mali, où des mausolées de saints ont été... Voilà. Donc, je pense que il y a à la fois le problème de l'opportunité, du moment choisi, il y a aussi le problème de l'élaboration disons, de la stratégie. Ça ne peut pas se faire dans l'opacité. Ça se fait de façon très inclusive en impliquant les gens. Parce que la question du terrorisme n'est pas une question qui concerne seulement l'État. Ce n'est pas une question qui concerne le gouvernement. C'est une question qui concerne tout le monde. Chacun le vit à sa façon. Et quand ça viendra, les terroristes, lorsqu'ils vont attaquer à l'aveugle. Et selon toutes les informations à la disposition de tout le monde, ils sont déjà là. Dans des structures, comme on dit, dormants ou pas, mais ils sont là. Donc, il faut que la population sénégalaise, les Sénégalais d'une manière générale, quelle que soit leur appartenance religieuse, leur conviction philosophique, qu'ils puissent s'approprier les dynamiques et les mesures qui sont prises pour protéger notre pays contre ces extrémismes. Donc, faire un texte comme ça, je n'en vois pas l'utilité. Mais je vais plus loin. Quand on regarde les textes, quand on regarde, par exemple, l'article 279. Mais cet article existait déjà, il est là. Déjà, oui. Depuis la loi de 1960 de 2016. Absolument rien n'a changé. Il n'y a que deux choses qui ont changé. Le dernier alinéa, qui est devenu 279.2 ou 279.3, on l'a enlevé pour le mettre ailleurs. Et on a changé... on a modifié, on a changé la nature de la dénomination de la peine. Oui. Avant, la peine était une peine criminelle de travaux forcés à perpétuité. Aujourd'hui, ce n'est plus une peine de travaux forcés à perpétuité, c'est une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou de détention criminelle à perpétuité, ce qui n'existe pas dans notre droit positif d'ailleurs. Pour dire, dans la technique de rédaction, il y a une grave erreur. La réclusion criminelle n'existe pas dans notre droit positif. C'est une terminologie qui est... Non, la réclusion criminelle existe en France, c'est ça qui a remplacé les travaux forcés à perpétuité. Ça veut dire qu'il faudra tout changer ou enlever ce qui a été changé et récemment. La détention criminelle concerne les crimes et délits politiques. D'accord? Il n'y a que ça qui a changé. Donc tout le discours qui a été fait... Et quel changement, un mauvais changement finalement, techniquement? C'est un changement sexiste. C'est juste par sexisme qu'on a remplacé travaux forcés à perpétuité par réclusion criminelle à perpétuité. Un peu de mimétisme aussi. Voilà, mimétisme. C'est-à-dire que les rédacteurs de ce texte ont péché par sexisme, par excès de sexisme. Alors qu'au fond, s'ils n'avaient pas cette opacité dans l'élaboration, si le texte, l'élaboration était ouverte, si les gens étaient impliqués, évidemment, on aurait attiré leur attention. Alors pourquoi ils se sont précipités à le faire alors? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous savez, ça, c'est une question du gouvernement. Mais au-delà de la question du gouvernement, il faut qu'on ait le courage et la lucidité de dire les choses telles quelles. Il y a la faiblesse des appareils politiques. La faiblesse des appareils politiques des organisations de la majorité présidentielle.
quelle est la concertation politique qui a été faite avec l'ensemble des partis, avec l'ensemble des, j'allais dire, des communicants, pour que tout le monde parle d'une même voix? Qu'est-ce qui a été fait en termes de concertation? Il y a eu un cadre légal qui s'appelle dialogue national, même si... Le dialogue national n'est pas un endroit où la majorité discute entre ces différentes parler du camp de la majorité, oui, d'accord. D'accord. Ouais. Et il y a aussi la faiblesse des appareils politiques de l'opposition, d'une manière générale, et de la société civile. Vous avez vu tout ce qui a été fait en disant que c'est des lois liberticides. Qui a été capable d'entendre le caractère liberticide de cette loi, la critique? On a dit que c'est liberticide, comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Je dis et je maintiens que 279, il n'y a absolument rien de nouveau, à part le dernier alinéa qui saute, qui devient un article à part entière, et l'introduction de la réclusion et de la détention. Vous pointez une mauvaise communication du camp présidentiel? Oui, il y a une mauvaise communication du camp présidentiel et il y a une grande faiblesse de communication du camp de l'opposition qui est basée, quoi qu'on dise, sur l'infantilisation des citoyens. Parce qu'on dit aux citoyens, on porte atteinte à vos droits. On ne peut plus manifester, alors que c'est inexact. Le texte n'apporte pas cette nouveauté. Cette nouveauté est là au moins depuis 2016. Donc, ce n'est pas un élément nouveau. On communique sur quelque chose qui n'existe pas. On fait peur aux Sénégalais sur quelque chose qui ne... Absolument, absolument. Et je dis, aujourd'hui, dans ce pays, il faut qu'on considère les citoyens comme des majeurs, comme des citoyens majeurs. Nous n'avons pas de citoyens sous tutelle ou des citoyens qu'on infantilise. Parce que quand arrive le moment de faire le choix, le moment de choisir, le moment de l'élection, on s'adresse aux Sénégalais. On vient avec un projet de société, une offre politique. Et sur la base de cette offre que les Sénégalais choisissent. Alors, il n'est pas question que ces gens-là, nous autres citoyens qui choisissons, que lorsqu'il s'agit aujourd'hui des questions qui nous concernent au premier plan, qu'on nous prenne pour des enfants et qu'on nous infantilise. On se parle entre nous directement, qu'on discute. S'il y a des choses qu'il faut changer, on les change. S'il y a des choses qu'il faut critiquer, on les critique. Moi, j'ai des choses des critiques que je porte à cette loi. Allons-y sur la définition d'une manière générale des actes terroristes. Ça, il y a des conventions qui définissent l'acte terroriste. Mais c'est rien. Selon les normes internationales, le terrorisme comprend toujours l'intimidation, la coercition d'une population ou du gouvernement par la menace ou la perpétration d'actes de violence causant la mort, des blessures graves ou la prise d'otages. Quand on regarde les lois sénégalaises, on a ajouté trouble à l'ordre public. Vous savez, moi, en 2015, j'ai été arrêté et jugé, condamné à 3 mois avec sursis. Si j'étais jugé sous l'emprise de la loi de 2016, pour les faits pour lesquels j'étais poursuivi, j'aurais pu être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous imaginez? Parce que ça fait partie des éléments constitutifs de l'infraction de terrorisme. Il fallait bien que dans la rédaction de ces textes, qu'on dise troubles à l'ordre public. Bon, c'est vrai, les troubles graves à l'ordre public, quand c'est des troubles graves à l'ordre public dans une entreprise terroriste, oui, je peux comprendre. Mais bon, des politiciens qui manifestent, on ne peut pas avoir ça. Mais aujourd'hui, tel que le texte est, si je devais être jugé sur la base de ce texte, j'aurais pu écoper de la réclusion criminelle. Si on conclut votre raisonnement, faiblesse d'une loi ou loi excessive? Non, la loi n'est pas excessive parce qu'on conforme notre législation, notre droit positif à nos propres engagements. Oui, donc, bon, maintenant, dans la rédaction elle-même, il y a des insuffisances. Ça, c'est une question de rédaction qui est responsable finalement de toutes ces incohérences que vous soulevez? S'il y a des incohérences, ce sont les auteurs, c'est le gouvernement. Moi, je ne les ai pas rédigés. Le ministère de la Justice. Je ne les avais pas rédigés. Je ne sais pas qui les a rédigés. Le ministère de la Justice les défend. Mais le rôle de l'Assemblée nationale aussi, qui a examiné d'abord en commission puis en plénière, comment l'Assemblée nationale n'a pas pu remarquer toutes ces coquilles dans l'élaboration, la rédaction de... Vous savez aussi, on parle de faiblesse institutionnelle. On peut aussi parler de la faiblesse institutionnelle de notre Assemblée, de nos assemblées d'une manière générale. Et ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours, vous vous souvenez
de l'anecdote d'un chef religieux qui a pu dire à Senghor à l'époque, qui lui proposait quelqu'un. La réponse de Senghor, c'était « Ah non, il ne peut pas être député, il n'a pas été à l'école. » Parce qu'avant, pour être député, il fallait avoir au moins le certificat d'études primaires élémentaires. Le marabout lui a répondu « Mais écoutez, nos députés, ils servent à quoi? C'est juste applaudir. » Il sait applaudir comme tout le monde. Ça n'a pas changé pour vous? D'accord, ça a changé, il y a eu des changements, manifestement. Mais je veux dire, les députés... Notre Assemblée garde toujours cette âme de... l'accompagnement, j'allais dire, logistique nécessaire qui leur permet à chaque fois d'être au courant des textes, de comprendre les différents mécanismes et de s'imprégner de ces textes-là. Il y a une faiblesse à ce niveau, les députés eux-mêmes le disent et il y a un travail à faire pour que les députés jouent leur rôle. Mais évidemment, lorsque naturellement une loi comme celle-ci vient en procédure d'urgence, où c'est rapide, l'urgence est telle que... Il y a problème. Hein? Il y a un problème. Même pour nous autres qui avons le recul, mais en 2 ou 3 jours, regarder ce texte, étudier le texte et en tirer la substance, ça devient un peu difficile, même pour les juristes. Les associations de droits de l'homme appellent à ne pas promulguer ces réformes. Vous êtes d'accord avec ces associations? Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, la loi, elle n'est pas mauvaise. Il y a, dans le processus d'élaboration et dans l'élaboration elle-même, il y a quelques faiblesses. Je vais donner une faiblesse. S'agissant de la responsabilité des personnes morales. On dit... Les partis politiques, les associations. Voilà, des personnes morales d'une manière générale. La personne morale, moi, j'exerce ma profession dans le cadre d'une société civile professionnelle. Une personnalité morale. Les sociétés, les compagnies RFM, c'est une personnalité à la personnalité morale. Les partis politiques ont la personnalité morale. Les syndicats ont la personnalité. Voilà. Alors, on dit les responsables, les dirigeants de la personne morale, qui refusent d'exécuter une décision, qui refusent sciemment d'exécuter une décision de justice, est passible d'une peine d'emprisonnement. D'accord? Si on disait que le responsable de la personne morale, lorsque la personne morale est condamnée pour pour un acte terroriste et qui refuse, on peut. Mais d'une manière générale, quand on refuse d'exécuter une décision de justice, on peut être contraint par la loi. On peut être contraint par la contrainte par corps, on peut être contraint par l'exécution forcée, mais on n'est pas obligé d'exécuter sciemment et spontanément une décision de justice, une décision qui m'expulse. D'accord? Moi, je suis un parti politique. Si pour une raison ou pour une autre, dans une procédure correctionnelle, mon parti est expulsé de ses locaux et qu'on refuse de sortir, mais on vient, avec un huissier, on le met à la porte. Mais ici, non, le responsable du parti encourt une peine de prison de 2 ans à 5 ans. Je dis, du point de vue de la rédaction, il y a un problème. Alors que manifestement, ce n'est pas ça qui est visé. C'est finalement très grave tout ça, et la Amadou Sall. Oh non, ça fait partie, j'allais dire, Mais cette loi, elle va être promulguée si on respecte la procédure. Elle va être promulguée, mais... Il y a des députés qui ont proposé que cette loi retourne en commission à l'Assemblée nationale pour être... Elle est votée, elle sera promulguée. Maintenant, ce que je dis, il y a des Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des atténuations. Je vais vous dire, dans cette loi, on dit également que toute personne qui participe à un mouvement insurrectionnel sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais j'ai ici une décision qui date de cette semaine, il y a juste une semaine, de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le Niger. La République du Niger a été condamnée à payer 50 millions de francs CFA à un de ses citoyens parce qu'il a participé à une manifestation contre la loi des finances. Cette personne, disons, a été poursuivie sur la base des lois antiterroristes. Elle a été arrêtée pendant quelques jours. Elle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui estime que c'est à tort qu'on a assimilé l'acte qu'elle a commis à un acte antiterroriste. D'accord? Et on a condamné. Je parlais de gravité. Je sous-entendais l'élargissement du champ de ce champ-là, de pouvoir sanctionner à tout va. Finalement, ça devient une loi fourre-tout. C'est ça le danger pour tout le monde. Les partis d'opposition et les associations qui le dénoncent ont sans doute raison. D'abord, la loi n'est pas une loi fourre-tout. Je le dis,
c'est pas parce que la loi comporte un certain nombre de faiblesses que c'est une loi fourre-tout. Je dis et je le maintiens, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu un argument sérieux pour dire que la loi elle est liberticide. Il y a dans la façon dont ça a été élaboré une possibilité de faire une interprétation large. Mais une loi, elle est votée, elle est exécutée. Dans l'exécution de la loi, on verra bien, et j'imagine que nous avons des magistrats qui, à certains égards, sont relativement bien formés, et s'ils exercent leur métier et leur magistère de la façon la plus libre et la plus indépendante, ils nous ramèneront tous les pieds sur terre. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Il y a des aspects qu'il faut préciser, mais il appartiendra le moment venu aux juridictions de les préciser. Les juridictions sénégalaises, les juridictions d'instance, que ce soit les tribunaux de grande instance, les cours d'appel, en cas de besoin la Cour suprême, la Cour de cassation, et si ça ne marche pas, la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas parce qu'une loi comporte des faiblesses dans sa rédaction qu'elle est nécessairement une loi fourre-tout et une loi liberticide. La loi n'est pas une loi liberticide. C'est une loi qui conforme notre droit positif avec nos engagements internationaux. C'est tout. Maintenant, les faiblesses, c'est une œuvre humaine qu'il faut critiquer. Moi, je la critique. Mais on verra bien le moment venu comment interpréter tout ça. Et maintenant, les conséquences politiques et même ce retentissement international. Tenez, Jean-Luc Mélenchon, un politique français célèbre, qui a la cote dans son pays d'ailleurs, leader de la France insoumise, qui avait déjà commenté les événements de mars au Sénégal. Il a écrit vendredi, jour de l'examen par l'Assemblée nationale de ces réformes, il a écrit sur son compte Twitter « Nouvelles alarmantes du Sénégal, le modèle qui était ce pays se dissout dans une macronisation accélérée, répression, arrestation, réduction des libertés constitutionnelles ». Fin de citation. Et lui aussi, il a assez à faire chez lui, avec toutes les lois dont la presse française... Ce même débat s'était posé en France sur les lois antiterroristes. Voilà, donc ils ont à faire chez eux et qu'ils nous laissent tranquilles aussi chez nous. Vous savez, moi, j'aime bien qu'on critique mon pays. J'aime critiquer mon pays, mais franchement, les critiques de Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire, c'est pas ma tasse de thé. On n'est pas comme dans une ambiance, tout cela, ces tensions verbales surtout, parfois tensions physiques. On n'est pas comme dans une ambiance de fin de règne pour Macky Sall, comme c'était le cas pour le pouvoir d'Abdoulaye Wade, avec les contestations de toutes parts. Vous êtes bien placé pour en juger, puisque même l'opposition, dans sa contestation sur ces réformes adoptées par l'Assemblée nationale sur le code pénal, le code de procédure pénale, fait allusion à des velléités de se maintenir au pouvoir de Macky Sall. Oui, moi, je vais vous dire... On n'est pas... Dites-nous, c'est pas la même ambiance que pour vous en 2010-2011, avant la chute d'Abdoulaye Wade. Moi, j'aime bien les questions directes auxquelles j'apporte une réponse directe. Une ambiance, elle est émotionnelle. Chacun l'apprécie comme il veut et comme il le sent. Je ne sens peut-être pas les choses de la même façon que vous sur certains aspects, comme je peux les sentir de la même façon que vous sur d'autres. C'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est la démocratie sénégalaise et les fondements de la démocratie sénégalaise. J'entends dire, je vais être plus direct que vous, j'entends dire par certains que si Macky Sall prenait le risque de déclarer qu'il est candidat à sa succession pour un 3e mandat, le pays allait être brûlé. Ça, je l'ai entendu. Je dis, quand j'entends ça, j'en appelle un peu, encore une fois, au sens, non pas de la mesure, mais de la responsabilité et au sens de la démocratie. Vous savez, qu'est-ce qui s'était passé en 2012 ? En 2012, Abdoulaye Wade est président de la République. Il se présente pour un 3e mandat. Les Sénégalais... il y a eu quelques réfifis, beaucoup parfois. Le khalife général des Mourides de l'époque, c'est Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, parle. Il dit, écoutez, si vous étiez venu nous voir pour qu'on règle cette question selon nos us et coutumes,
on vous aurait mis sur un certain chemin. Mais puisque nous sommes dans un cadre institutionnel, vous avez saisi les institutions, on attend que les institutions se prononcent et nous demandons à ce que tout le monde aussi respecte ce que les institutions ont décidé. La Cour constitutionnelle a été saisie. Elle a dit Abdoulaye Wade peut être candidat. Donc, au fond, la question de la candidature du président Wade à l'époque n'était pas une question juridique. Il y avait le professeur Guy Carcassonne, saisi par Idrissa Seck, qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Il y a aussi le professeur Seydou Madanissi, qui avait écrit que Wade peut être candidat, mais qui a dit Wade ne peut pas être candidat. Il y a le professeur Jacques-Mariel Zouanke, qui était mon prof de droit constitutionnel, qui dit qu'il peut être candidat. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Kader Boy et les autres ont dit Wade peut être candidat. Donc la question de la candidature de Wade n'était pas une question juridique. Parce que les juristes ne se sont pas entendus. Certains disaient oui, d'autres non. Mais les Sénégalais l'ont réglé. On est allé à une élection démocratique. L'élection la plus calme de l'histoire du Sénégal. La plus calme. Il n'y a pas eu la plus petite bagarre. Je me souviens très bien, en 2012, sur le boulevard Bourguiba, l'avenue Bourguiba, Wade et Macky qui se croisent, Wade qui lui fait un petit coucou comme ça, Macky qui lui fait un petit coucou comme ça, et chacun continue. Pas une seule violence. On est allé le jour de l'élection, tout s'est bien passé. À 19h, Wade a décroché son téléphone, a félicité son vainqueur. Donc les Sénégalais l'ont réglé comment? À une question juridique, une réponse juridique, à une question politique, une réponse politique. Ici, la question était politique, les Sénégalais ont apporté une réponse politique. Ce sera la même chose aujourd'hui. Qu'on ne me dise pas si les candidats, on va brûler le pays, je ne l'accepte pas. Qu'on me dise que si les candidats, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Doudou Ndoye. Vous ne semblez pas aussi direct que vous avez voulu l'afficher au début de votre propos. Votre question, vous ne m'avez même pas posé de question. C'est moi qui ai deviné votre question, qui a apporté une réponse. Donc ne me dites pas que j'ai répondu alors. Alors, je dis, Doudou Ndoye a dit, Macky Sall peut être candidat. D'autres disent qu'il ne peut pas être candidat. Donc, n'apportons pas de confusion à cette question-là. Parce que si on s'en remet aux juristes, il y a cette controverse. Certains diront il peut, d'autres diront il ne peut pas. En tant qu'avocat et ancien ministre de la Justice, quelle est votre intime conviction sur une candidature de Macky Sall en 2024? Je suis un homme politique. Je réagis en homme politique. Et je n'ai qu'une réponse politique. Quand il sera candidat, la question sera réglée politiquement. Si les Sénégalais estiment qu'on ne doit pas voter pour lui, ils ne voteront pas pour lui. Ils en ont les moyens. Quand ils estiment qu'il ne doit pas se présenter, ils en tireront les conséquences. Ce n'est ni dans la rue, ni ailleurs, c'est dans les urnes. Comme Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, les gens ont dit, ce ne sont pas les Sénégalais qui ont dit, c'est quelques-uns qui ont dit qu'il ne peut pas se présenter. On est allé à l'élection, on l'a fait. Puisque vous avez choisi votre casquette politique pour répondre à cette question-là, aujourd'hui, votre parti, le PLD, dont vous êtes le vice-président, est un parti membre de la coalition au pouvoir. Est-ce que votre parti va valider une candidature de Macky Sall à l'élection de 2024? Mais attendez, la question de la candidature de Macky Sall, c'est vous qui la posez. C'est une partie de la classe politique, des observateurs qui la posent. Macky Sall n'est pas candidat. Jusqu'à présent, il n'a jamais dit qu'il est candidat. Pourquoi voulez-vous que je valide une candidature qui n'existe pas? Quand on fait de la politique, on ne fait pas dans la perspective, dans l'anticipation. Hein. Attendons que cette perspective se réalise, je vous dirai. Je vous ai donné une réponse précise. Ce n'est pas une question juridique, une réponse politique, oui. Politique. Politicienne, oui. Votre réponse. C'est votre choix. J'allais dire que votre question est une question journalistique. D'accord. Alors, jusqu'ici, vous avez tranché toutes les questions qu'on vous a posées. Vous avez donné... Parce que vous pensez que je n'ai pas tranché? Non, vous êtes dans le clair-obscur. Attendez, est-ce que Macky Sall est candidat à sa succession? Est-ce qu'il doit se présenter ou pas? Est-ce qu'il est... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quand il se présentera, je vous dirai. Mais je ne spécule pas sur ce qui n'est pas là. Vous m'avez posé des questions sur un texte qui existe. Sur le code, les modifications du code pénal. Et je vous ai apporté une réponse. Je pose une question sur la constitution actuelle du Sénégal, sur les mandats présidentiels. Votre intime conviction de juriste, c'est quoi? Encore une fois, je vous ai dit que c'est des questions... Doudou Ndoye a dit, Zouanke a dit, oui, d'accord. Et vous dites quoi, Amadou Sall? Pourquoi voulez-vous que je vous dise? Vous ne voulez pas répondre à la question? Non, ce n'est pas que je ne veuille pas répondre. Ce n'est pas que je ne veuille pas répondre. Je dis très bien, je n'ajoute pas à la confusion.
quand quelqu'un dit qu'il peut, d'autres qui disent qu'il ne peut pas, ça veut dire que la question n'est pas juridique. Admettons que je dise qu'il peut. Vous n'avez aucune conviction sur la question. Évidemment, j'ai mes convictions. Pourquoi vous voulez que je les exprime? Je n'exprime pas toutes mes convictions. Les convictions, je les exprime le moment venu, lorsque la chose se présentera. D'accord? Et je vais vous dire, lui-même, Macky Sall, a dit que la question ne lui est pas posée et qu'il ne répond pas. Il l'a dit. Pourquoi voulez-vous que je réponde à sa place? Pourquoi voulez-vous que je réponde à sa place? Il est là. Vous lui avez posé la question, vous autres journalistes. Il vous a apporté une réponse. La réponse est là. Vous aimez la réponse, vous n'aimez pas la réponse, c'est selon. Mais il ne répond pas. Et vous voulez que moi, je réponde à sa place? Les juristes sont là. Vous auriez parlé comme ça si vous y étiez encore dans l'opposition, à la Chambre de Sall? J'en sais rien. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on a des positions différentes. Il faut aussi qu'on ait l'honnêteté de dire les choses comme telles. Quand on est dans un attelage gouvernemental, quand on soutient une action gouvernementale, on n'a pas toujours les mêmes réflexes, les mêmes positions, j'allais dire, que lorsqu'on est dans l'opposition. Sinon, qu'est-ce qui fait la différence entre l'opposition et le pouvoir? D'accord? Donc, ça ne sert à rien de dire que si vous étiez... Oui. C'est sans doute pas honnête tout ça, vis-à-vis de l'opinion. Écoutez, je ne vous permets pas d'être le juge de mon honnêteté. D'accord? Je vous regarde les yeux dans les yeux jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle. En tant qu'homme politique, je pense être conforme avec ma conscience. C'est une question de conscience. Si tout devait se dire partout, on n'en sortirait pas. Je ne vous ai jamais traité de quelqu'un qui manque d'honnêteté sur une question. C'est pas forcément ciblé. Non, vous m'avez dit que tout ça manque d'honnêteté. Les citoyens, les médias ont le droit de porter des regards sur le comportement des uns et des autres. Nous aussi, nous étions là hier, on a entendu les discours d'hier et les discours d'aujourd'hui. Nous avons le droit, nous avons pour des déclarations et des discours vous ont même valu un emprisonnement. Je les assume. On était là. Babacar. Qu'est-ce qui a changé? Babacar. Qu'est-ce qui a changé? J'assume, je vous l'ai dit, j'assume toutes mes positions. J'assume tout ce que j'ai dit. Et je le dis et je le maintiens. J'ai dit les choses les plus graves à Macky Sall. Je n'ai jamais été tendre avec lui. Je maintiens tout ce que j'avais dit. Parce que c'est ce que je devais faire. C'était ma position. Je les assume. Comme lui, j'imagine, il assume tout ce qui a été fait. Parce qu'il n'a pas été tendre avec moi. Mais il arrive dans la vie des moments où on se combat. Il arrive dans la vie des moments où on ne se combat plus. Sur le ring, quand on fait de la boxe, sur le ring, on ne se fait aucun cadeau. Je ne lui ai jamais fait un seul cadeau. J'ai frappé autant qu'il a pu, que j'ai pu. Il a frappé autant qu'il a pu. Mais nous avons nous sommes sur une autre dimension, nous sommes sur une autre position. Pourquoi voulez-vous que vis-à-vis du pouvoir, j'ai la même position que lorsque j'étais dans l'opposition? Je ne suis plus dans l'opposition. J'assume que je ne suis pas de l'opposition. Je l'assume. J'assume que moi, j'ai un nouveau parti que nous avons créé et j'assume que le nouveau parti que nous avons créé est un parti qui est ancré dans la majorité présidentielle. D'accord? Il est évident que les positions ne peuvent pas être les mêmes. Il n'y a pas une question d'honnêteté, c'est une question de conscience. Et exclusivement une question de conscience. Hier, Abdoulaye Wade était au pouvoir, il a dit des choses. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'est plus au pouvoir, il dit autre chose. C'est comme ça la vie, je suis désolé. Parlons de vous d'abord. D'accord, non, c'est juste une façon de parler. D'accord, c'est une façon de parler pour dire que, évidemment, c'est valable. Cette façon de faire de la politique aussi, emprunter les raccourcis, dire, avoir une posture aujourd'hui, le lendemain, avoir une posture contraire. Non, ce n'est pas, non, Babacar, ce n'est pas cela. J'ai dit simplement, vous m'avez posé une question, on en revient à cette question sur ce que je pense du troisième mandat. C'est ça la question. C'est juste ça la question, c'est pas autre chose. Et je dis sur le troisième mandat, je donne mon point de vue. J'ai le droit de donner mon point de vue. Je dis mon point de vue est très simple. Il n'est pas un point de vue juridique. Je l'ai toujours dit, je vous l'ai dit. Mon point de vue n'est pas juridique. Et vous voulez que je vous donne un point de vue juridique. Je vous dis que c'est une question politique. Et le moment venu, à cette question politique, pour ce qui me concerne, j'apporterai une réponse politique. Encore une fois, si Macky Sall avait dit qu'il est candidat à sa propre succession, je donnerai mon opinion sur cette question. Mais lui-même, il dit
la question ne se pose pas, qu'il ne répond pas. Vous voulez que je lui dise qu'il ne peut pas être candidat? Ou vous voulez que je dise que, ah oui, il va être candidat, je vais le soutenir? Je ne dirai ni l'un ni l'autre. Je suis là et j'attends tranquillement qu'il me dise et je dirai le moment venu. Il y en a, j'ai le souvenir précis. Vous savez, nous sommes un pays démocratique et encore une fois, vous êtes là, vous êtes l'historien du présent, vous avez le VAR, varez-moi comme on dit, varez-moi et vous verrez bien que je ne baisserai pas le regard. Je dis les choses telles quelles. Vous vous souvenez, en 2000, tout le monde avait dit on ne vote pas, on ne vote pas. On est allé en 2000, Abdoulaye Wade a gagné. En 2012, combien de personnes ont dit mais on ne va pas à l'élection, Abdoulaye Wade va voler, ça ne se passera pas comme ça. On est allé à l'élection, Abdoulaye Wade a perdu. Donc franchement, sur ces questions, attendons que les questions se posent. Il n'appartient pas aux journalistes de les, disons, oui, vous nous posez des questions, mais la question de la candidature... Ne dites pas non plus aux journalistes comment ils doivent faire, que chacun joue son rôle. Et là, Babacar, je vous aime bien, vous le savez très bien, mais si vous dites à l'homme politique que je suis comment il doit répondre, pourquoi voulez-vous que l'homme politique vous avez, pas? Vous pensez que vous êtes le seul à poser des questions? Vous avez été offusqué du jugement qu'on a porté un peu sur le ministre de la Géologie, maire de Dagana. Vous venez tous, ou presque, du PDS, d'Abdoulaye Wade. Depuis la création de cette formation politique et depuis votre ralliement donc au camp du pouvoir, vous, PLD, semble comme noyé dans le débat public. C'est parce que peut-être votre nouveau chef, Macky Sall, il est un chef qui prend trop de place ou toute la place. Non, d'abord, encore une fois, allons à ce jeu. Macky Sall n'est pas mon chef. Mon parti, il s'appelle le Parti des libéraux et démocrates. C'est le chef de la majorité, on ne doit pas... alors dites le chef de la majorité. Vous avez dit votre nouveau chef. Il n'est pas le chef de mon parti. Il est le chef de l'État. C'est le chef de tout le monde comme chef d'État. Il est le chef de la paire. Mon parti, il s'appelle PLD. Nous avons un secrétaire général, un président qui s'appelle Oumar Sarr et des vice-présidents, dont moi-même et d'autres. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Depuis, nous étions au PDS. Quand on était au PDS, on était largement audible et visible, parfois lisible. Il est évident que lorsqu'on crée un nouveau parti, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle perspective. On n'a pas la même visibilité, on n'a pas la même lisibilité, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est un parti qui se construit et il se construit dans un attelage. Ce n'est pas toujours facile. Moi, je le dis, j'ai l'honnêteté de le dire, il est plus facile d'être de l'opposition que d'être du pouvoir. Parce que quand on est de l'opposition, il est plus facile de critiquer. Quand on est là et quand on élabore, quand on construit, nous sommes un parti nouveau. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens nouveaux, nous ne sommes pas un personnel nouveau, mais nous sommes un nouveau parti. Un nouveau parti, il faut bien qu'il élabore des stratégies, il faut bien qu'il soit présent, qu'il se massifie. C'est le genre de choses. Parfois, oui, ça se fait de façon très audible. Bon, parfois, ça se fait insidieusement, de façon plus calme et de façon peut-être plus profonde. On est sur le terrain. Bon, moi, pour ce qui me concerne, vous connaissez mes origines, vous savez où je suis. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis là que je ne suis pas à la base à Thiaroye et dans la banlieue. Si je n'étais pas ici, aujourd'hui, j'aurais des réunions. Vous ne m'avez jamais entendu parler de mes réunions, mais pourtant, tous les jours, je fais mes réunions à Thiaroye. Donc, construire un parti dont la vocation est de prendre le pouvoir, et ça me permet de répondre aussi indirectement à votre question. Vous savez, ma vocation. La vocation de mon parti, ce n'est pas de soutenir qui que ce soit. Nous, la vocation de notre parti, c'est de prendre le pouvoir. Nous voulons prendre le pouvoir. Dès 2024, par exemple? Absolument. Absolument. Ah oui, bien sûr. Moi, si ce n'est que mon souhait, mon désir, c'est que 2024, le président de la République soit issu de nos rangs. C'est ça notre désir. Du PLD. Du PLD. Que ça soit Oumar Sarr. Ah non, c'est clair, maintenant, en 2024, vous ne soutiendrez pas un candidat APR ou Benno Bokk-Yakaar. Non, je dis, j'ai un parti, le moment venu, mon parti décidera, je parle de mon désir. Mon désir à moi. Mon désir à moi, c'est en 2024 que le président de la République soit issu de mon parti. D'accord? On verra bien maintenant, d'ici 2024, qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, tel est mon désir. D'accord? Qu'est-ce que mon parti va décider? Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui dans la coalition de la majorité? Ah, je me sens très bien dans la coalition. Je me sens très bien, sinon je n'y serais pas.
Regardez-moi, Babacar, je ne suis pas du genre à regretter ce que je fais. Je l'ai fait, nous avons décidé librement, un homme libre et probe, d'aller dans la majorité présidentielle. Nous ne pouvons pas le regretter. Sinon, quelle idée on se ferait de nous? On va retourner un petit peu sur le premier thème de cette émission, l'Assemblée nationale et sa séance plénière de vendredi sur les réformes sur le code pénal et le code de procédure pénale. Des parlementaires, même déjà en commission, avaient réclamé le retour de Karim Wade au Sénégal. Et Karim Wade, devant l'obstacle sans doute de la contrainte par corps, après sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CRI, prison ferme, ensuite grâce présidentielle, mais amende de 138 milliards de francs CFA, vous l'avez défendu, Maître Amadou Sall, 138 milliards de francs CFA à payer donc pour l'ancien ministre et fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade qui reste bloqué, on l'imagine, au Qatar. Faut-il, pour vous, lui permettre de rentrer au Sénégal, Karim Wade? Vous savez, c'est une question pour moi qui est difficile, à plus d'un titre. D'abord, au plan seulement personnel, je le dis, Karim Wade est un frère et un ami. Et donc, vous imaginez un peu mes sensations et mes émotions sur cette question. Deuxièmement, je l'ai défendu, j'étais son avocat. Je ne le suis plus, je ne le défends plus dans cette affaire. Je l'ai défendu et c'est dans sa défense que j'ai été arrêté, incarcéré et jugé. D'accord? Et vous voyez un peu l'avocat que je suis, qui n'est plus constitué pour lui, se prononcer sur un dossier dont j'ai acquis des informations. Je ne le peux pas. L'avocat ne le peut pas. L'ami que je suis le lui souhaite. Le frère aussi, parce que, comme je dis, je le dis en Wolof, Abdoulaye Wade dafa am ñu mu jur ak ñu ko jural. Donc nous partageons la même affection et les mêmes émotions, les mêmes sentiments pour la même personne. Donc vous imaginez que pour ça aussi, je souhaite que son sillon, qu'il trace son sillon et le reste de l'avenir. Je ne vois pas de raison particulière qu'il ne puisse pas rentrer dans ce pays. C'est son pays c'est pas le Qatar, son pays c'est pas ailleurs, son pays c'est le Sénégal. Qu'est-ce que l'État il doit faire puisque beaucoup appellent à ce qu'on permette à écoutez, je veux pas trop me prononcer. Ce que j'avais à dire sur cette question, je l'ai dit longuement et largement. Lui-même, sa position est très simple. Je respecte sa position. Il dit qu'il ne veut pas d'amnistie. Oui, il l'a redit. Oui. Il dit qu'il veut que son procès soit révisé. Je respecte ça. Je ne dis pas qu'est-ce que je pense. Est-ce que ce procès, il doit être révisé? C'est franchement, je ne veux pas me prononcer sur cette question parce que c'est sensible pour moi. Ce que je peux dire, et je le dis du fond du cœur, si ça ne dépendait que de moi, il serait de retour parmi nous. S'il estime qu'il a un avenir politique, qu'il joue cet avenir politique, mais qu'il prenne son destin en main. Toujours dans ces débats entre parlementaires vendredi, soulever par exemple la question sur les suites de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La justice, en tant qu'ancien garde des Sceaux, avec tout ce que cela a eu comme conséquence au mois de mars, ces événements meurtriers, la justice doit-elle aller jusqu'au bout dans cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko? Vous savez, une fois que la justice est saisie, je ne vois pas le mécanisme par lequel elle n'irait pas jusqu'au bout. Si la justice, pour une raison ou une autre, décide de ne pas aller jusqu'au bout, c'est la fin de tout. La justice, quand elle est saisie, elle va jusqu'au bout. Et telle est la suite logique des choses. Sinon, on n'a qu'à supprimer la justice en ce moment-là. Et là, j'aimerais ça, maintenant, cette ambiance générale au Parlement, la dernière fois, entre injures et pugilats, une mauvaise image qui a fait le tour du monde. Au-delà, vous savez... vous avez déjà soulevé la faiblesse de nos institutions, notamment l'institution parlementaire. Vous savez... quand on y ajoute alors... Vous savez, on a vu un président américain dans une assemblée subir la furie des chaussures qu'on a jetées sur lui, qu'on lui a lancées. On a vu
dans des assemblées de pays développés, que ce soit en France, en Grèce ou ailleurs, les gens en venir aux mains. Je veux dire, il ne faudrait pas que notre émotion nous joue des tours. C'est des choses qui arrivent que nous regrettons. On ne peut pas ne pas les regretter. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Hein. C'est le lot des parlements, finalement. Voilà, dans beaucoup de parlements, ça se passe de cette façon. Ancien ministre de la Justice, toujours des questions sur un peu ces questions de droit. Le combat contre l'homosexualité, la pression, la déferlante LGBT, mouvement mondial, on va dire maintenant, le Sénégal qui résiste, l'emprisonnement de 2 danseurs qui ont eu un comportement douteux sur une scène de concert de musique à Dakar. Vous savez, n'allez pas dire que je ne réponds pas, je répondrai tout aussi directement. Moi, j'ai un problème très sérieux. Je veux dire que quand on va en Europe, moi je suis sénégalais, je suis musulman. Dans ma culture et dans ma religion, la polygamie existe. Aucun pays européen ne l'accepte. C'est un délit. On prend 2 femmes, on va en prison. Moi, si eux, ils veulent qu'on légalise ce qui est légal chez eux, qu'ils légalisent chez eux ce qui est légal chez moi. Puisqu'ils n'acceptent pas que moi, Sénégalais, en France, aux États-Unis ou ailleurs, j'ai 2 épouses, 3 épouses ou 4 épouses, qu'ils acceptent que moi, chez moi, j'ai une législation particulière et une émotion particulière par rapport à un problème qui est aussi un problème chez eux, même si c'est un problème chez moi. Encore que moi, chez moi, pour ce qui me concerne, je ne regarde pas au travers de la serrure. Je ne sais pas ce qui se passe dans les chambres, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais toujours est-il que nous avons une sensibilité sur cette question, qu'on respecte cette sensibilité. Et ces associations islamiques qui exigent la criminalisation de l'homosexualité? Bon, écoutez, c'est une autre question. Pour ce qui me concerne, je m'en remets à ce qui a toujours existé jusqu'à présent. D'accord? Bon, et ça n'a jamais été un choc dans notre culture d'en avoir. Ça existe, ils sont là, parfois même c'est une curiosité, même si culturellement on ne s'interroge pas sur la sexualité des homosexuels. Alors franchement, je n'en rajoute pas. Les choses sont là, je ne voudrais pas en rajouter, sincèrement. El Hadji Amadou Sall, merci en tout cas d'être passé devant le grand jury de RFM. Je rappelle, vous êtes le vice-président du PLD, l'un des derniers partis à être fondé au Sénégal, Parti des libéraux et démocrates, dirigé par Omar Sarr. Vous êtes des anciens du PDS, vous avez fait la totalité presque de votre carrière jusqu'ici auprès d'Abdoulaye Wade. Justement, la différence, puisque vous êtes maintenant dans le camp de Macky Sall, la différence Macky Sall-Abdoulaye Wade, nous ne sommes pas dans le camp Macky Sall, ça ne c'est pas comme ça. Nous sommes dans le camp de la majorité présidentielle, d'accord. Et oui, Macky Sall, ce n'est pas Abdoulaye Wade, ce n'est pas la même méthode, ce n'est pas la même démarche, ce n'est pas la même émotion, mais c'est la même famille. Wade le meilleur? Pour ce qui me concerne, Chef d'État, je ne peux pas juger parce que je ne suis pas dans le gouvernement de Macky Sall. Je ne sais pas comment il travaille comme président de la République, mais j'étais dans le gouvernement de Macky Sall, Premier ministre. Bon, c'est vrai que ce travail-là se faisait sous la direction de Wade. Continue-t-il de faire la même chose dans la même direction? Je n'en sais rien. Il faudra peut-être demander à ses ministres. Mais bon, j'ai des rapports différents avec Macky Sall. Lui, c'est mon jeune frère. Avec Abdoulaye Wade, c'était un père. Donc, je suis au milieu, là, mon papa, ici, mon petit frère. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation, El Hadji Amadou Sall. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et digitales. Restez avec nous. Bonne fin de week-end à tous.
d'amour? Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, il m'a levé aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. La peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre vie vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour